Cette athlète qui titube et s'écroule restera l'une des images fortes des Jeux Olympiques de Paris en 1924. Comme toutes les Olympiades, celle-ci va connaître sa part de tragédie. Lors du cross-country, la moitié des concurrents est contrainte d'abandonner, vaincue par la chaleur. Cette hécatombe signera la fin de la discipline aux JO. Mais ces Jeux ne se résument pas à ce raté. Tout a été fait pour que ce rendez-vous soit au contraire une formidable réussite, un événement mondial spectaculaire. Car il y a 100 ans, Paris accueillait déjà les JO. Pour ces Jeux qui vont révolutionner l'olympisme, les plus grands sportifs ont répondu présent. Le Finlandais Paavo Nurmi, coureur de fond hors norme, l'escrimeur français Roger Ducret et le nageur le plus rapide du monde, Johnny Weissmuller, futur Tarzan au cinéma. Leurs exploits ont été immortalisés par les caméras et un siècle plus tard, ces images permettent de revivre avec la même émotion la première Olympiade si abondamment filmée. Dans les années 20, le sport se démocratise et les champions deviennent les nouvelles idoles du public, comme le boxeur Georges Carpentier et la joueuse de tennis Suzanne Lenglen. Car les années 20, c'est aussi la décennie des femmes. Libres et audacieuses, elles deviennent aviatrices ou voltigeuses, mais elles doivent encore lutter pour se faire une place dans le domaine sportif. La France de 1924, c'est aussi un pays qui veut oublier les horreurs de la guerre et où la jeunesse aspire à s'amuser et à faire la fête. Un bouillonnement, symbole d'une décennie rebaptisée plus tard les années folles. À 100 ans d'intervalle, ces Jeux vont susciter les mêmes débats qu'en 2024. Financement, transport, équipement, prix des places, autant de sujets qui feront polémique. Mais ces Jeux ont aussi été l'occasion de toute une série d'innovations. Du premier village olympique à la retransmission en direct à la radio des épreuves. La France doit se montrer à la hauteur de l'événement, s'affirmer comme une grande nation sportive et faire de ces JO un vrai succès populaire et médiatique. En 1921, quand Paris se porte candidate pour organiser les Jeux Olympiques, la France est en pleine reconstruction. C'est sur son sol qu'ont eu lieu les bombardements les plus violents lors de la Première Guerre mondiale, laissant la place à un paysage de désolation. Près d'1,5 million d'hommes ont péri au combat. La guerre n'a d'ailleurs pas épargné les sportifs qui avaient été mobilisés. Certains joueurs de l'équipe de France de football ne sont pas revenus des tranchées. Le cyclisme, dont la popularité allait grandissante avant 1914, a lui aussi payé cher le prix des combats, avec la disparition de 3 anciens vainqueurs du Tour de France. Mais c'est surtout la perte d'un grand coureur de fond que la France pleure. Jean Bouin, qui a laissé son nom à de nombreux stades. Médaille d'argent du 5000 mètres lors des JO de Stockholm en 1912, triple champion du monde de cross, il a été tué à seulement 25 ans. D'autres s'en sont sortis, mais ils rentrent terriblement marqués physiquement et psychologiquement. Sur près de 4 millions de blessés, on compte plus d'1 million d'invalides et de mutilés, dont le retour à la vie quotidienne s'annonce
très difficile. Un long parcours de rééducation commence. Il faut réparer les gueules cassées et les corps estropiés. Pour certains sportifs, ce retour à la vie est quasiment miraculeux. Avec sa mâchoire brisée et ses 22 dents arrachées par un tir allemand, le champion de France Eugène Criqui semblait perdu pour la boxe. Pourtant, 5 ans après la fin de la guerre, cet homme à la mâchoire de fer décroche le titre de champion du monde des poids plumes. Le gouvernement français voit dans l'organisation des Jeux une occasion d'insuffler un peu d'optimisme et de restaurer le prestige national. Pourtant, Paris a dû se battre pour organiser ces JO. Los Angeles aussi est sur les rangs, comme elle le sera pour les JO de 2024. Tout comme Amsterdam, qui a la préférence du Comité international olympique. Un homme va tout mettre en œuvre pour que la capitale française soit choisie. Cet homme, c'est Pierre de Coubertin. Historien, spécialiste de pédagogie, il milite pour l'introduction du sport dans les écoles françaises. C'est lui qui, 30 ans plus tôt, a bataillé pour faire revivre les JO. Convaincu de l'importance du sport dans la formation des individus, il souhaite le populariser en organisant un rendez-vous mondial. Cette compétition doit aussi servir à promouvoir la paix. À la tête du Comité international olympique, Pierre de Coubertin sait qu'à presque 60 ans, il va bientôt devoir céder sa place. Mais auparavant, il forme un dernier vœu. Que sa ville natale, Paris, organise la prochaine édition des Jeux. C'est aussi une façon de prendre sa revanche. Paris a déjà accueilli les Jeux en 1900, mais les épreuves ont été éclipsées par l'exposition universelle. D'ailleurs, à l'époque, ils ne s'appellent pas Jeux olympiques, mais concours internationaux d'exercice physique et de sport. Un véritable camouflet pour Pierre de Coubertin. Alors, quand le CIO finit par accéder à sa demande, le père des Jeux modernes entend faire de Paris une capitale unique de l'olympisme. Gaston Doumergue ne boude pas son plaisir ce 5 juillet 1924. Dans la tribune officielle, aux côtés de chefs d'État et de têtes couronnées comme le prince de Galles, le prince Carol de Roumanie, le Shah de Perse et le futur empereur d'Éthiopie Haïlé Sélassié, le président de la République assiste enthousiaste à la traditionnelle cérémonie d'ouverture. « 3088 sportifs, représentant 44 nations, défilent sur la piste. Seuls 29 pays étaient représentés lors des Jeux d'Anvers, 4 ans plus tôt. Pour la première fois, la Pologne, l'Équateur, l'Irlande ou encore l'Uruguay participent aux JO. L'Allemagne est absente, bannie depuis la Première Guerre mondiale. L'Union soviétique n'est pas présente non plus, considérant les Jeux comme un symbole de la dégénérescence bourgeoise de l'Occident. C'est la France qui présente le plus d'athlètes en compétition, devant les Américains et les Britanniques. Si les femmes ouvrent la marche de la délégation, elles demeurent très largement minoritaires dans l'ensemble du cortège. 135 femmes au total, sur plus de 3000 athlètes, soit 4% des participants. Le porte-drapeau des Français, c'est Géo André, l'athlète complet, comme le surnomme la presse sportive de l'époque. Avec un geste inspiré du salut romain de l'Antiquité, il prête serment au nom de tous les participants. C'est Gaston Doumergue qui déclare l'ouverture des Jeux. Et le comte Clary, président du Comité national olympique, loue dans un discours très lyrique le stade de Colombes,
un stade édifié pour la plus grande gloire du sport régénérateur des races, bienfaiteur de l'humanité. Ce stade de Colombes, situé au nord-ouest de Paris, va accueillir les épreuves phares de la compétition. Pourtant, ce n'était pas le premier choix des organisateurs. La ville, à 8 km des portes de Paris, était jugée trop éloignée pour attirer le public. Et surtout, elle a l'image d'une banlieue populaire avec ses usines, à l'opposé de la vision romantique de Paris que la France entend mettre en avant. Au moment de l'attribution des Jeux, la capitale française rêve d'un tout autre site. Elle envisage la construction à côté de Paris d'un stade de 100 000 places. Au début des années 1920, le sport est devenu un spectacle et de plus en plus de pays se dotent d'un grand stade. Pour les Jeux Olympiques de 1908, Londres a fait construire le White City Stadium avec plus de 90 000 places. Paris espère faire encore plus grand. Mais le projet est rapidement abandonné car jugé trop cher. L'heure est aux économies. Après la guerre, l'État a dû s'endetter pour financer la reconstruction et il ne peut pas satisfaire toutes les demandes du comité organisateur. La fragilité des finances publiques s'accompagne d'une très forte inflation. La ville de Paris rechigne, elle aussi, à voter les subventions promises et souhaite que le terrain alloué pour les JO coûte le moins cher possible. Il va donc falloir faire avec les infrastructures déjà existantes. Le conseil municipal propose de mettre à disposition le stade Pershing du Bois de Vincennes. Mais le comité olympique français préfère le Parc des Princes. S'engage alors un bras de fer qui va durer près d'1 an. Voyant les Français dans l'impasse, les États-Unis vont même jusqu'à proposer de reprendre la main en organisant les Jeux à Los Angeles. La solution viendra finalement d'un acteur privé, le Racing Club de France. À l'époque, le Racing, c'est le plus grand club omnisport de l'ouest de Paris. Il propose d'aménager son terrain de Colombes en échange de la moitié des recettes des Jeux Olympiques. C'est donc bien Colombes qui sera le centre névralgique des Jeux. Baptisé aujourd'hui Yves du Manoir, ce stade reste à l'honneur en 2024 en accueillant les JO pour la 2e fois avec les épreuves de hockey sur gazon. Mais en 1924, Colombes reste un choix par défaut et son éloignement pose un problème de transport, car c'est déjà l'une des préoccupations majeures des organisateurs. La presse ne manque d'ailleurs pas une occasion de les épingler à ce sujet. On redoute des embouteillages monstres sur les routes permettant d'accéder au nord de Paris. Plusieurs pistes sont alors envisagées. D'abord, prolonger une ligne du métro. Depuis la fin du XIXe siècle, Paris s'est doté d'un réseau qui compte à présent une dizaine de lignes. Elles permettent de se déplacer facilement, mais uniquement intramuros. Cette extension du métro sera rapidement abandonnée. On envisage également un train aérien, un projet qui reste lui aussi sans suite. On va finalement opter pour la mesure la plus simple et la moins chère. Le renforcement de la voie ferroviaire qui permet de se rendre à Colombes et l'aménagement d'une gare à proximité du stade. Ces améliorations ne seront pas sans conséquences pour les usagers, puisque le prix du billet aller-retour entre la gare Saint-Lazare et Colombes va être multiplié par 3, passant de 1,70 € à 5 francs. Pour éviter la cohue des transports en commun, les plus malins vont préférer se rendre au stade par leurs propres moyens. La capitale voit fleurir de nouveaux engins, comme cet ancêtre du scooter. Baptisée la Scootamota, cette sorte de patinette à moteur réservée à ceux qui possèdent un bon équilibre remporte un vif succès.
Plus étonnante encore, cette trottinette qui ressemble à s'y méprendre à celle qui circule dans la capitale aujourd'hui. Parfaitement maniable et pratique à transporter. On ne sait pas si la cohabitation avec les piétons posait déjà problème, mais elle permet en tout cas de gagner rapidement Colombes. Avec les travaux du stade et la construction des terrains de tennis, commence également la mise en place d'une installation qui va révolutionner les Jeux. Le village olympique, le premier du genre. Une soixantaine de petites maisons en bois sont construites pour loger les athlètes du monde entier. Cette cité est dotée d'un bureau de poste, d'un salon de coiffure et même d'un restaurant. Mais cela ne suffit pas à faire taire les critiques sur le confort très sommaire des baraquements, boudés par certaines délégations. Les Britanniques décident d'embaucher leurs propres cuisiniers. Les Américains vont préférer le château de Rocancourt dans les Yvelines. La question de l'hébergement est cruciale. Avec ses 3 millions d'habitants, contre à peine 2 millions aujourd'hui, Paris connaît une grave crise du logement. Comment la capitale, qui manque déjà de place pour ses habitants, va-t-elle pouvoir accueillir les dizaines de milliers de touristes attendus pour les Jeux? Certains hôteliers peu scrupuleux ont trouvé la solution en expulsant leurs locataires. Ils en profitent au passage pour augmenter leurs tarifs. Pour éviter cette spéculation, on crée un nouvel office en charge du logement. Cet organisme s'occupe de mettre en relation les particuliers qui veulent louer une chambre chez eux et les voyageurs étrangers. Cet ancêtre d'une plateforme bien connue aujourd'hui va faciliter les séjours à Paris et permettre aux passionnés d'assister au grand spectacle du sport. En 1924, la discipline reine des JO, c'est déjà l'athlétisme, et en particulier le 100 mètres. Et en 1924, le pays qui domine ces épreuves, ce sont déjà les États-Unis. Pourtant, ce 7 juillet, jour de la finale, les Américains vont être mis en difficulté. Sur la ligne de départ, dans les starting blocks qui n'ont pas encore été brevetés, le Britannique Harold Abrahams prend place aux côtés des deux favoris américains. Abrahams va créer la surprise, en étant le coureur le plus rapide de la course. En 10 secondes et 6 dixièmes, le Britannique décroche la médaille d'or en égalant le record olympique. Un autre Britannique, Eric Liddell, va lui aussi se faire remarquer. D'abord en renonçant aux 100 mètres, car les premières séries se tiennent un dimanche, jour du Seigneur, et pour ce fervent chrétien, impossible de renoncer au repos dominical, même pour une médaille olympique. Liddell se rattrapera le 11 juillet, un vendredi, en s'imposant lui aussi face aux Américains dans le 400 mètres. Il racontera aux journalistes « J'ai couru les premiers 200 mètres aussi vite que j'ai pu, et pour les 200 mètres suivants, avec l'aide de Dieu, j'ai couru encore plus vite. » Les exploits d'Abrahams et Liddell seront au cœur de l'intrigue du célèbre film aux 4 Oscars, Les chariots de feu. Si les Américains ont dû s'incliner sur le 100 et le 400 mètres, ils auront leur revanche sur le 200 mètres et le 400 mètres haies. La presse relaie les exploits de ces athlètes et le pays tout entier s'enflamme. Car depuis une dizaine d'années, les Français se mettent au sport
Et les Anglais et les Américains n'y sont pas pour rien. Avant la guerre, la France compte peu d'adeptes. Le sport n'est pas considéré comme une affaire sérieuse. Sur 40 millions d'habitants, quelques 400 000 personnes seulement, de milieux très aisés, y consacrent du temps. Mais la guerre va tout changer. Pour s'occuper entre deux batailles, et pour oublier l'horreur des combats, les soldats se mettent à l'exercice physique. Les officiers ont compris que le sport pouvait aider les troupes à tuer leurs cafards. Ils demandent qu'on leur envoie des gants de boxe et des ballons. Pour les poilus, originaires le plus souvent de la campagne, c'est l'occasion de toucher pour la première fois un ballon de foot ou de rugby. Ils sont initiés par les soldats britanniques. En 1917, le phénomène prend encore de l'ampleur avec l'entrée en guerre des Américains qui vont importer la notion de compétition. Des rencontres sont organisées entre les équipes militaires. L'une d'elles va même faire l'événement le 8 avril 1917. Ce jour-là, un match de rugby oppose la France et la Nouvelle-Zélande. Pour la première fois, les spectateurs français assistent à une étrange danse guerrière, le haka. La Nouvelle-Zélande ne fera qu'une bouchée de la France, battue 40-0. Mais cette défaite a peu d'importance face à l'immense foule venue assister à la rencontre. Après la guerre, cet engouement pour le sport ne se démentira plus. Le 11 novembre 1918, une foule en liesse envahit les rues de la capitale. Elle célèbre la nouvelle qu'elle attendait depuis 4 ans. Les prisonniers retrouvent enfin la liberté. Désormais, il faut organiser le retour de plusieurs millions de soldats dans leur foyer, ce qui est loin d'être une mince affaire. Cette démobilisation va durer 2 ans. Pour faire patienter les anciens combattants, on organise une grande manifestation sportive. Au début de l'été 1919, des Jeux interalliés se tiennent dans le bois de Vincennes, au stade Pershing, dont la construction vient tout juste de s'achever. 1500 soldats de 18 nations s'affrontent, sans armes cette fois, pour décrocher une médaille. Une compétition qui résonne comme une répétition générale des Jeux que Paris organisera 5 ans plus tard. Désormais, le sport n'est plus réservé à une élite, mais il se diffuse dans les couches les plus populaires de la société. Devant des foules impressionnantes, on organise dans tout le pays des meetings d'athlétisme. Des courses de vélo, comme le surprenant critérium cycliste des porteurs de journaux. Ou encore des matchs de hockey sur gazon. On découvre de nouveaux sports comme le volley, que les soldats américains ont importé pendant la guerre. Les Français se passionnent pour des activités étonnantes. Des courses de patin-cycle ont lieu au Bois de Boulogne. Cet ancêtre du roller permet de contenter autant les adeptes du patin et du ski que de la bicyclette. La Seine constitue aussi un formidable terrain de jeu pour les Parisiens. Ces engins ne s'appellent pas encore des pédalos, mais des nautilettes et permettent de faire d'agréables balades sur l'eau. On se paie même le luxe de se baigner dans la Seine. Chaque année,
La traversée de Paris à la nage réunit des dizaines de professionnels et d'amateurs pour le plus grand bonheur du public qui se presse le long des berges. Le sport se démocratise et il laisse émerger de nouveaux héros. À l'image des vedettes de la chanson et des stars de cinéma, les grands sportifs sont adulés par le public. Le boxeur Georges Carpentier, premier Français à être sacré champion du monde mi-lourd, est l'une des personnalités les plus connues à l'époque. Il n'hésite pas d'ailleurs à faire le show devant la caméra qui le suit jusqu'aux États-Unis, où sa notoriété est immense. La presse s'intéresse à leurs exploits sportifs, mais aussi à leur vie privée. Quelques années plus tard, les journalistes vont s'inviter au mariage de Jules Ladoumègue, spécialiste de la course de fond, sacré 4 fois champion de France. Chez les femmes, la première grande vedette s'appelle Suzanne Langlain, un nom bien français qui se transforme en Langlaine quand la joueuse devient une championne internationale. Son parcours alimente les colonnes des journaux, autant pour son coup droit que pour ses jupes qu'elle est la première à raccourcir. Sa notoriété est telle qu'elle influence même la mode. Ses tenues, créées par le couturier Jean Patou, mais aussi son bandeau, sont repris et copiés par les femmes de la rue. Alors que Paris mise sur celle qu'on surnomme la divine, Suzanne Langlaine sera la grande absente des JO de 1924. Une jaunisse l'oblige à déclarer forfait dès le 2e tour des épreuves. Mais cette Olympiade va être l'occasion de découvrir une autre star. L'athlète qui va dominer les courses de fond est un Finlandais de 27 ans. Il s'appelle Paavo Nurmi. Ses performances presque surhumaines vont susciter à la fois la stupéfaction et l'admiration. Ce 10 juillet, il est à peine 16 h quand il prend le départ du 1500 mètres. Rapidement, Nurmi devance les autres coureurs et termine l'épreuve en tête. Pour lui, c'est presque une formalité. Alors que ses concurrents se remettent difficilement de l'effort accompli, l'infatigable Finlandais ne va pas s'arrêter là. Moins de 2 heures après cette première victoire, il se lance dans le 5000 mètres. Et là encore, il l'emporte. 2 médailles d'or en l'espace de quelques heures seulement. Du jamais vu. Pour la presse, c'est du pain béni. Mais Paavo Nurmi ne joue pas le jeu des journalistes. Présenté comme froid, distant et même manquant d'humanité, il évite les caméras et les photographes. Le journal Le Miroir des Sports le présente même comme le type parfait du misanthrope, fuyant ses coéquipiers et ne serrant jamais la main de ses rivaux après une course, comme c'est l'usage. Nurmi sera quand même célébré comme le premier athlète à décrocher 5 médailles d'or en une seule édition. L'un de ces titres, il va l'obtenir dans l'épreuve la plus controversée de la compétition, le cross-country. 38 athlètes prennent le départ. Ils ne savent pas encore que cette course de 10 km sur un terrain accidenté va se transformer en cauchemar. Cette compétition a été organisée en tout début d'après-midi, à l'heure la plus chaude de la journée. En plein soleil, le thermomètre frôle les 45 degrés et monte même, sur une partie du tracé, jusqu'à 60 degrés. Après quelques kilomètres seulement, certains sportifs sont pris de malaise. Ils sont contraints d'abandonner tout au long du parcours. Deux d'entre eux doivent même être évacués vers l'hôpital le plus proche.
Sur les 38 participants au départ, 15 seulement terminent l'épreuve. La fin d'un chemin de croix. Sauf pour notre invincible Paavo Nurmi, qui finit la course en tête. Les journalistes raconteront qu'il franchit la ligne d'arrivée, frais comme une rose. Il a même 1 minute 30 d'avance sur le deuxième, son compatriote Villery Tola. Mais devant l'hécatombe, les organisateurs décident de retirer le cross-country du programme olympique. Ce ne sera pas le seul revers de la compétition. Le rugby à 15 va également connaître des déboires lors des Jeux de 1924. À l'époque, le tournoi se résume à 3 pays, la France, les États-Unis et la Roumanie. En finale, face aux Américains, les tricolores sont donnés largement favoris. Mais contre toute attente, ce sont les Américains qui dominent la partie. Quand 2 joueurs français sont évacués après des plaquages tout à fait réglementaires, les spectateurs se déchaînent. Au coup de sifflet final, sur le score de 17-3, la foule redouble de fureur. Loin de l'esprit olympique, elle siffle la levée du drapeau américain. Certains vont même s'en prendre physiquement aux supporters. Le rugby à 15 ne sera plus au programme olympique. Et le ballon ovale ne fera son retour qu'à Rio en 2016, dans sa version à 7. Une autre discipline très populaire va elle aussi disparaître des Jeux. Sur les cours construits près du stade de Colombes, tout semble réuni pour que le spectacle soit au rendez-vous. Les joueurs français en compétition ne sont pas encore des stars, mais ils vont bientôt dominer le tennis mondial sous le nom des mousquetaires. Jean Borotra, René Lacoste, Jacques Brugnon et Henri Cochet. C'est sur ces 4 noms que reposent les espoirs de médailles. Il n'y aura finalement pas de titre olympique français, mais à eux 4, ils remportent tout de même 3 médailles. Chez les femmes, en l'absence de Suzanne Lenglen, c'est une autre Française qui va se distinguer sur les cours. Julie Vlasto parvient à décrocher la médaille d'argent face à la favorite, l'américaine Helen Wills. La qualité des échanges est bien présente, mais l'organisation des matchs est l'objet de vives critiques. Les joueurs se plaignent du comportement des spectateurs qui pénètrent sur les cours pour prendre des photos. À la même époque, le tennis se professionnalise. Les joueurs rémunérés pour la pratique de leur discipline ne peuvent plus participer aux JO où ne sont admis que les sportifs amateurs. Le tennis va donc être écarté des Jeux pendant 60 ans. Cette décision va priver les femmes d'une des rares disciplines qui leur sont accessibles. Car elles n'ont le droit de concourir que dans des sports jugés féminins, comme le tennis, la natation, l'escrime ou la voile. Hors de question pour elles de participer à une course d'athlétisme jugée trop violente. On cherche ainsi à protéger leur féminité et leur fécondité. Pourtant, pendant la Première Guerre mondiale, les Françaises ont eu l'occasion de démontrer qu'elles n'étaient pas ces petites personnes fragiles auxquelles on aimerait les réduire. À la campagne, elles vont remplacer les hommes mobilisés en effectuant les moissons et les vendanges. On compte sur elles pour nourrir le front. Dans les usines aussi,
elles jouent un rôle de premier plan. Déjà présentes dans certains secteurs comme le luxe et le textile, elles rejoignent les lignes de production d'armement. Surnommées les munitionnettes, ces ouvrières possèdent des bras solides pour tourner des obus plus de 10 heures par jour. Le reste des emplois traditionnellement réservés aux hommes est également occupé par des femmes. Conductrices de tramway ou de taxi, postières ou encore balayeuses. Les femmes ont joué un rôle primordial et à la fin de la guerre, elles comptent bien s'en servir pour conquérir de nouvelles libertés. Leur émancipation va passer par la libération du corps. Pour cela, elles vont pouvoir s'appuyer sur l'engagement d'un certain nombre de figures, comme la comédienne Musidora, qui bouleverse la représentation féminine au cinéma. Dans le film Les Vampires de Louis Feuillade, elle interprète le rôle d'Irma Vep, la première femme fatale française sur grand écran. Bien avant Catwoman et Batman, elle se montre dans cette combinaison très moulée de soie noire, à l'époque où les femmes portent encore des jupons et des corsets. Sa silhouette féline embrase le cinéma. Le film, en 10 épisodes, on parlerait de série aujourd'hui, remplit les salles obscures et Musidora devient l'actrice la plus populaire et la plus emblématique du cinéma européen. Avec ses grands yeux noirs soulignés de colle et son teint diaphane, elle est vénérée par les poilus pendant la Première Guerre et devient l'icône des surréalistes. Actrice, mais aussi réalisatrice, elle adapte 2 romans de Colette, son amie, elle aussi figure libre et indépendante de ce début de siècle. Ces modèles vont inspirer les femmes après la guerre. Suivant l'exemple de Musidora, les Françaises abandonnent la rigidité des corsets pour des tenues droites, plus confortables. Une silhouette androgyne qui s'accompagne du raccourcissement des jupes et des robes. Les cheveux, eux aussi, sont plus courts, avec cette fameuse coupe à la garçonne. Une mode qui sera aussi une véritable aubaine pour tous les coiffeurs de France. La garçonne a d'abord été un phénomène littéraire. C'est le titre d'un ouvrage qui sort en 1922. Son auteur, Victor Marguerite, y raconte les aventures d'une jeune femme indépendante menant une vie sexuelle très libre, alternant les partenaires masculins et féminins. À l'époque, l'ouvrage est qualifié de pornographique et son auteur est radié de la Légion d'honneur. Le livre, que n'aurait sans doute pas boudé Musidora, sera un formidable succès de librairie. En apparence, plus rien n'arrête les femmes. Pour la première fois, une aviatrice, Adrienne Bolland, effectue la traversée de la Cordillère des Andes. Quand d'autres s'essaient à la haute voltige et même au saut en parachute. Avec la libération du corps, c'est tout l'univers du sport qui s'ouvre aux femmes. Féminasport, le premier club uniquement féminin, a été créé dès 1912. Il organise chaque année de grands meetings où se produisent des sportifs de haut niveau. Les femmes parviennent même à faire céder un bastion traditionnellement masculin, le football. Dans les années 20, Féminasport est comparable à ce que l'Olympique lyonnais est au football féminin aujourd'hui. Les joueuses vont gagner à 10 reprises le championnat de France. Au niveau international aussi, elles s'imposent avec à leur tête Madeleine Bracquemont, la capitaine de la première équipe de France féminine. Cette attaquante hors pair, que le pays surnomme affectueusement Mado, incarne l'image de la sportive par excellence. Dans ce reportage qui pourrait s'intituler « La femme idéale »,
Elle paraît aussi à l'aise sur un terrain de football ou de rugby qu'avec une raquette de tennis ou un fleuret à la main. Sans oublier pour autant les activités bien féminines de l'époque. Pourtant, cette soif de liberté ne s'accompagne pas des grands changements de société réclamés par les femmes. Alors que les Allemandes, les Anglaises, les Hollandaises obtiennent le droit de vote, les Françaises se le voient refuser. Des lois extrêmement répressives sont votées, comme celle de 1920, interdisant l'information sur la contraception et l'avortement. Dans le domaine sportif aussi, le combat des femmes est loin d'être gagné. Malgré leur performance, elles n'ont pas le droit de participer aux épreuves les plus emblématiques des Jeux Olympiques. Pour le rénovateur des Jeux, Pierre de Coubertin, leur place est ailleurs. Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics, ce qui ne signifie nullement qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer un grand nombre de sports, mais sans se donner en spectacle. Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. On doit conclure que le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel. Si la misogynie de Pierre de Coubertin est souvent pointée du doigt, ces déclarations sont le fruit à la fois de son milieu d'origine et de son époque. Mais les femmes ne vont pas se laisser faire. Celle qui prend la tête de la fronde, c'est Alice Millat. Issue d'un milieu modeste, cette sténodactylo, présidente de Femina Sport, pratique l'aviron à haut niveau et s'est illustrée en natation et en hockey sur gazon. Elle va tenir tête à Pierre de Coubertin. Puisque les hommes ne veulent pas des femmes au JO, Alice Millat organise en 1922 à Paris des Olympiades réservées uniquement aux femmes. Tout s'y déroule comme aux Jeux masculins, avec le défilé des athlètes et la proclamation officielle d'ouverture. Ce qui provoquera une grosse colère du CIO. Le président de la Fédération d'athlétisme parle même de putsch féminin. 77 sportives vont s'affronter dans 13 épreuves d'athlétisme. La plupart des journaux qui relaient la manifestation déplorent le spectacle auquel se livrent les femmes. La palme des propos les plus réactionnaires revenant au Figaro dans son compte-rendu du 400 mètres. Cette épreuve terrible pour le corps féminin et qui le rend si peu aimable. Quelles sont ces furies toutes possédées par une sombre folie? Leurs yeux sont hagards, leurs bouches sont crispées et je préfère ne pas parler de leur poitrine. Dans un dernier effort, elles passent la ligne d'arrivée, palpitantes, épuisées. On ne peut imaginer de spectacle plus navrant de délabrement physique. Malgré ces comptes rendus inimaginables aujourd'hui, les spectateurs sont là et le pari semble gagné. Tous les sports vont progressivement s'ouvrir aux femmes. Mais il faudra attendre les Jeux de Paris de 2024 pour atteindre la parité parfaite. En attendant, elles vont se faire remarquer dans les rares disciplines auxquelles elles ont accès. En 1924, ce sera le cas en natation, le sport qui rassemble le plus de concurrentes. Les épreuves se déroulent dans un stade nautique flambant neuf, le stade des Tourelles. Ce bassin a été installé porte des Lilas, dans le nord-est de Paris. C'est l'un des équipements construits spécialement pour les JO. Mais comme pour le stade de Colombes, sa réalisation ne s'est pas faite sans polémique. Pendant des mois, les élus et les concepteurs du projet vont s'affronter sur le financement de cette piscine. Les travaux coûtent plus cher que prévu. En décembre 1923, 6 mois avant les Jeux, on se demande même si elle sera terminée à temps.
Le stade nautique sera finalement inauguré un mois seulement avant la cérémonie d'ouverture. Cette piscine est alors considérée comme la plus moderne d'Europe. Pour la première fois, un bassin est équipé de cordes pour délimiter les lignes d'eau. La nageuse qui va dominer le tournoi est une jeune Américaine de 18 ans. Gertrude Ederle remporte à elle seule 3 médailles, une en or et 2 en bronze. Mais c'est un autre défi qui intéresse celle que l'on surnomme Trudy, la traversée de la Manche à la nage. Alors que personne à l'époque n'imagine une femme affronter une telle difficulté, Gertrude se jette à l'eau le 6 août 1926. Pour la protéger du froid et des piqûres de méduses, on l'a enduite de saindoux et d'huile d'olive. La Manche affiche un timide 16 degrés. À bord du bateau qui l'accompagne, des journalistes et des photographes ont pris place. Après 14 heures et 39 minutes de combat, elle remet le pied sur la terre ferme, en Angleterre. Non seulement elle est la première femme à accomplir cet exploit, mais elle bat le record de la traversée, détenu par un homme, de près d'1 heure. Encensée pour son courage et son audace, elle fait un retour triomphal à New York, où 2 millions de personnes l'attendent. Au JO de 1924, une future immense star du grand écran va également s'illustrer. L'Américain Johnny Weissmuller, premier homme capable de nager le 100 mètres en moins d'1 minute, va décrocher 4 médailles. Pourtant, Weissmuller a bien failli ne pas participer aux Jeux. Né en 1904 dans ce qui est encore l'Autriche-Hongrie, il devient apatride après la chute de l'Empire, ce qui l'empêche de participer aux JO. Pour venir à Paris, il va donc tricher sur son identité et se faire passer pour son frère Peter, américain de naissance. Weissmuller devient une véritable attraction. Les spectateurs se pressent pour applaudir ses performances. Considéré comme le plus grand nageur de ce début du XXe siècle, il établit 28 records du monde tout au long de sa carrière. 8 ans après les Jeux, c'est dans les salles de cinéma que le public viendra l'admirer. Il sera l'interprète de Tarzan et de son célèbre cri dans pas moins de 12 films. Pour les Françaises aussi, ce bassin des Tourelles sera synonyme de médaille d'or. Les tricolores y obtiennent leur premier titre olympique dans un sport collectif, le water-polo. Ils battent en finale la Belgique, qui, comme à Anvers 4 ans plus tôt, décroche la médaille d'argent. Au total, la France va remporter 38 médailles, dont 13 d'or. Elle se classe 3e, derrière les États-Unis et la Finlande. C'est en cyclisme que les Français vont survoler la compétition avec 4 médailles d'or. Celui qui va tout rafler s'appelle Armand Blanchonnet. Surnommé le Phénomène, il remporte la course sur route en individuel comme en équipe, juste devant la Belgique, qui décroche l'argent. Les cyclistes français gagnent 2 autres médailles sur piste dans un vélodrome plein à craquer. Il faut dire qu'à l'époque, le vélo est une vraie passion française. Il est devenu un moyen de transport utilisé par tous, les ouvriers en ville, comme les paysans à la campagne. Entre les deux guerres, on compte près de 9 millions de bicyclettes pour 40 millions d'habitants. Toutes les familles en possèdent une. Le vélo est populaire et il a sa course, le Tour de France. Le grand rendez-vous a été créé en 1903 par le journal L'Auto, qui cherche à doper ses ventes pendant l'été. Première traversée des cols des Pyrénées en 1910, première ascension du col du Galibier l'année suivante, introduction du maillot jaune en 1919, la légende du Tour s'écrit édition après édition.
On se presse chaque été le long des routes pour acclamer les champions. Le temps d'une étape, cette fête gratuite qui passe près de chez soi abolit les frontières sociales et fédère tout le pays. Les cyclistes sont célébrés en véritables dieux de la route. Mais en 1924, le Tour est aussi déjà l'objet de scandales. Henri Pélissier, personnage haut en couleur, vainqueur l'année précédente, a décidé d'abandonner l'épreuve. Il dénonce le chemin de croix que vivent les cyclistes et le dopage auquel ils sont obligés de se soumettre. Dans un article signé du grand reporter Albert Londres, qui couvre pour la première fois la compétition, Pélissier évoque la cocaïne, le chloroforme et les pilules qui les aident à atténuer les souffrances. Ces déclarations n'empêcheront pas le sacre d'Ottavio Bottecchia, premier Italien vainqueur du Tour de France. Aux Jeux de 1924, les Français ne vont pas seulement briller en cyclisme. Des champions vont se démarquer dans 2 autres disciplines. Charles Rigoulot, c'est l'homme le plus fort du monde. Avec son seul bras droit, il soulève plus de 87 kilos et décroche la médaille d'or. À une époque où l'on exalte le corps viril, celui qui exerce comme boucher à la ville incarne la perfection masculine. Beau, fort, sympathique et désirable, modèle idéal des photographes d'agences de presse. L'exploit de Charles Rigoulot a lieu au cœur de Paris, dans l'un des lieux les plus emblématiques de ces Olympiades, le Vélodrome d'hiver. Ce Veldiv, endroit tristement célèbre aujourd'hui, abrite également certaines épreuves d'escrime dominées par les Belges et par les Français. La Belgique décroche 4 titres, dont une médaille d'or attribuée à Charles Delporte. Côté français, Roger Ducret remporte à lui seul 5 des 38 médailles tricolores. Mais Ducret ne va pas se contenter de participer aux épreuves. Il va aussi les commenter. Chaque jour, il écrit son article pour les 3 quotidiens auxquels il collabore. L'Écho des Sports, L'Intransigeant et La Petite Gironde. Les lecteurs peuvent apprécier ces chroniques qui ne sont pas dépourvues de parti pris, comme dans l'édition du 27 juin, où il ne souhaite rien d'autre qu'une victoire française. Le 9 juillet 1924, le Miroir des Sports publie des dessins qui feraient scandale aujourd'hui. Une pleine page pour détailler les 4 races représentées aux Jeux Olympiques. Les races blanches, noires, jaunes et rouges. Le journaliste ne manque pas de rassurer le lecteur en soulignant que la supériorité de la race blanche n'est pas compromise par les 3 autres. Pourtant, une épreuve va mettre à mal ce préjugé et ce complexe de supériorité de l'homme blanc. William de Hart-Hubbard, un jeune athlète de 19 ans, parvient à décrocher une médaille d'or en saut en longueur en franchissant 7,44 m. Avant de quitter les États-Unis pour Paris, il avait écrit à sa mère « Dis à papa que je vais tout faire pour être le premier champion olympique de couleur en individuel. » Il a tenu sa promesse. Fidèle à sa lecture du monde, l'hebdomadaire Le Miroir des Sports relate l'exploit du nègre américain. Pour comprendre ces propos qui apparaissent totalement déplacés, il faut se replonger dans le contexte de l'époque. La France est alors la 2e puissance coloniale après la Grande-Bretagne. Après la Première Guerre mondiale, son empire s'étend sur plus de 12 millions de kilomètres carrés, près de 20 fois sa surface actuelle. La France est présente sur tous les continents. Cette position de puissance coloniale alimente la conviction que la race blanche est la race supérieure.
À plusieurs milliers de kilomètres de là, les Parisiens n'ont eu l'occasion de croiser des personnes de couleur qu'à de très rares occasions. Notamment dans les zoos humains, où les Noirs sont exhibés comme des bêtes de foire. La seule figure reconnue, c'est le clown Chocolat, de son vrai nom Raphaël Padilla, popularisé au cinéma par Omar Sy. À la fin du XIXe siècle, avec son complice Foutit, ce fils d'esclave cubain fait rire tous les enfants en endossant le rôle de souffre-douleur. Bien avant Joséphine Baker, il est le premier artiste noir très populaire en France. Des personnes de couleur, les habitants de la métropole en croisent lors des expositions coloniales organisées dans tout le pays. À Paris, Marseille ou Strasbourg, on reconstitue des villages indigènes et des édifices s'inspirant des territoires colonisés. Plusieurs millions de visiteurs prennent part à ces grandes foires exotiques. Pendant la guerre aussi, ces deux populations ont eu l'occasion de se côtoyer. Des habitants des colonies ont été enrôlés dans l'armée, quand d'autres sont venus prêter main forte à l'économie. Pour remplacer les hommes partis au combat, 250 000 travailleurs coloniaux et chinois ont été employés dans les usines d'armement, dans les transports ou dans les mines. Ces colonies constituent aussi un réservoir d'athlètes pour la France. Ahmed Bouguera El Wafi, né en Algérie, court le marathon sous la bannière tricolore. Cet ouvrier de chez Renault se classe 7e en 1924. 4 ans plus tard, il parviendra à décrocher la médaille d'or à Amsterdam. Après la guerre, la France continue de faire appel à des travailleurs hors de ses frontières. Plus de 10% de la population active masculine a été tuée sur les champs de bataille. Pour reconstruire et redresser le pays, c'est vers les Italiens, les Polonais ou encore les Belges qu'on va se tourner. En 1924, on crée même la Société Générale d'Immigration. Ce sont les chefs d'entreprise eux-mêmes qui se chargent directement de sélectionner et d'acheminer la main-d'œuvre étrangère. En 10 ans, le nombre d'immigrés va doubler pour atteindre 7% de la population. La France devient le plus grand pays d'immigration au monde, devant les États-Unis. L'arrivée de ces nouveaux venus s'accompagne de tensions, une partie de la population témoignant d'une certaine hostilité à l'égard des étrangers. Quelques journaux fustigent les métissages imprudents ou stigmatisent le Belge, voleur de travail. Si l'on ne parle pas encore de grands remplacements, on n'hésite pas à souligner la dilution de l'identité française et la crainte de devenir minoritaire dans son pays. Ces étrangers seront les premiers licenciés quand la France sera frappée par la crise et le chômage au début des années 30. On n'hésitera pas alors à les renvoyer chez eux. En 1924, le programme olympique ne se limite pas au sport. Il compte aussi des épreuves artistiques. À l'époque, Paris, capitale culturelle, entend rester fidèle à sa réputation en décernant des médailles dans 5 disciplines. Les noms des lauréats ne sont pas passés à la postérité, mais les membres du jury sont, eux, très prestigieux.
Maurice Ravel et Gabriel Fauré pour la musique, Auguste Perret pour l'architecture, l'écrivain Jean Giraudoux pour la littérature et l'artiste Fujita, grande figure parisienne de ces années 20, pour la peinture. Les œuvres sont exposées au Grand Palais, mais toutes les médailles ne seront pas décernées. Certains jurys considérant qu'aucun des travaux ne mérite une telle récompense. Une ironie pour une ville qui connaît un incroyable bouillonnement intellectuel et artistique. La capitale française est l'une des plus fréquentées en Europe. Les touristes viennent admirer tous ces monuments, en particulier le palais du Trocadéro, construit pour l'exposition universelle de 1878 et aujourd'hui disparu. Mais ils viennent surtout pour la Tour Eiffel, qui en 1924 fête ses 35 ans. Pour cet anniversaire, elle se refait d'ailleurs une beauté. Une vingtaine d'ouvriers vont la rajeunir en la repeignant. Après l'avoir beaucoup critiquée, les Parisiens se sont habitués à sa silhouette. Elle est même devenue le symbole de la France. Mais les touristes ne sont pas les seuls à venir l'admirer. Les peintres comme Modigliani et Picasso, les sculpteurs, les écrivains comme Hemingway sont tombés sous le charme de Paris. Ils se donnent rendez-vous à Montparnasse, un quartier en pleine effervescence. C'est là que les artistes organisent chaque année le bal de la Horde. Sur des rythmes endiablés, le public peut y croiser les acteurs et les actrices du music-hall. Car les années 20 à Paris, c'est aussi le triomphe de la fête. Les jeunes veulent s'amuser pour oublier les horreurs de la guerre, avec un slogan « Plus jamais ça ». C'est cette période d'euphorie et d'insouciance qu'on appellera des décennies plus tard les années folles. Cette libération est incarnée par une Parisienne en particulier. Jeanne Bourgeois, plus connue sous le nom de Mistinguett. Actrice et chanteuse, la femme aux divines gambettes devient la vedette du Casino de Paris et du Moulin Rouge grâce à sa gouaille. Le public se passionne pour sa vie et a suivi la relation tumultueuse qu'elle a entretenue avec Maurice Chevalier, lui aussi artiste très populaire du music-hall. Les visiteurs présents à Paris à l'été 1924 pourront aller les applaudir entre deux épreuves des JO. L'été 1924, la canicule s'abat sur toute la France. Paris n'est pas épargné. Dans la capitale, chacun cherche un coin de fraîcheur. Les familles se pressent dans les parcs et n'hésitent pas à piquer une tête dans les bassins des jardins publics. La température est si accablante que certaines festivités du 14 juillet sont menacées d'annulation. Mais l'épreuve du marathon prévue le 13, elle, aura bien lieu. Les organisateurs ont tiré les leçons de l'épreuve du cross-country. Pour éviter le même désastre, le départ est donné en fin d'après-midi. Les 58 coureurs doivent faire l'aller-retour entre Colombes et Pontoise. Tout au long du parcours, les points de ravitaillement sont pris d'assaut. Et pour tenter de se désaltérer, les sportifs ne boivent pas que de l'eau. Les journalistes suivent dans des véhicules et ne ratent rien de la course. Ils
Ils assistent à la victoire d'Albin Stenros, qui, après le triomphe de Paavo Nurmi, confirme la suprématie des Finlandais sur les courses de fond. Les Jeux olympiques de 1924 seront les premiers à bénéficier d'une très importante couverture médiatique. Près de 700 journalistes du monde entier vont relater la compétition. Les spectateurs du stade de Colombes ont pu suivre l'épreuve, mais sans bouger des gradins, grâce à une innovation technologique, la télégraphie sans fil, la TSF. C'est l'une des révolutions de ces Jeux olympiques. Pour la première fois, les épreuves sont diffusées en direct à la radio. Les Français peuvent entendre la voix d'Edmond de Horter. Il est le premier commentateur sportif de l'histoire, mais à l'époque, on l'appelle le parleur inconnu. Edmond de Horter n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà commenté plusieurs matchs de boxe. Nos deux hommes sont maintenant au sol, debout, leurs mains gantées de mitaines appuyées sur les cordes, attendant le coup de gong. Flanner est un peu pâle, il est culotté de bleu, les cheveux luisants bien collés. Et Gennaro, au contraire, sa crinière en broussaille, sa culotte est grenade. Premier round. Les organisateurs des JO et ses collègues de la presse écrite ne voient pas d'un très bon œil la concurrence de ce journaliste d'un nouveau genre et dans un premier temps, ils lui interdisent l'accès au stade. C'est donc depuis la nacelle d'un ballon qu'Edmond va réaliser ses reportages. De l'autre côté du poste, les Français ne sont pas encore très nombreux à être équipés. Mais là encore, on fait preuve d'une folle ingéniosité. Grâce à un récepteur glissé dans sa jarretière et à son ombrelle qui sert d'antenne, cette jeune femme ne rate rien des épreuves sportives. Ce dispositif va révolutionner la vie des Français qui vont pouvoir se tenir informés dans n'importe quelle situation. Même si l'antenne de réception demeure parfois un peu encombrante. L'autre révolution médiatique, c'est la création d'un pôle images. Une équipe filme les épreuves et revend les images aux différentes sociétés de presse. Ce système, mis en place par le pays qui accueille les Jeux, se perpétue encore aujourd'hui pour chaque édition des JO. 1924 sera l'occasion d'une autre nouveauté de taille, mais cette fois à plusieurs centaines de kilomètres de Paris. En 1924, les Jeux ne se tiennent pas pendant 2 semaines comme aujourd'hui, mais ils vont se prolonger sur plusieurs mois. Ils ont même démarré dès janvier, avec l'organisation des premiers Jeux d'hiver. À l'époque, ils ne s'appellent pas encore Jeux olympiques, mais Semaine internationale des sports d'hiver. 17 pays, pour beaucoup du nord de l'Europe, vont y participer. Ils ont lieu à Chamonix, au pied du Mont Blanc, en janvier et février 1924. Les adeptes de la montagne l'hiver sont encore peu nombreux, mais la fréquentation commence à se développer grâce à de grandes campagnes de promotion. Avant la guerre déjà, l'association Le Touring Club de France, avec sa caravane de 400 personnes, fait le tour des petits villages de montagne pour convaincre les hôteliers et les commerçants du potentiel économique de ce tourisme. Les Alpes et les Pyrénées vont peu à peu se doter de stations équipées et dédiées à de nouveaux sports. Un plus large public peut découvrir la beauté spectaculaire des montagnes enneigées. En 1924, Chamonix est le centre de sport d'hiver qui offre la plus grande capacité d'accueil. 8 établissements hôteliers qui bénéficient de tout le confort moderne. Chauffage central, eau courante et salle de bain.
grande station internationale, Chamonix rivalise alors avec ses concurrentes suisses, Davos et Saint-Moritz. Mais les Jeux de 1924 vont encore doper sa fréquentation. Il n'y a pas encore d'épreuve de ski alpin. La star des Jeux, c'est la glace, le patinage artistique, seule discipline ouverte aux femmes, et surtout, la course de vitesse, dominée par les Finlandais. Pour accueillir la compétition, la station s'est dotée d'un immense parc olympique de 36 000 m², l'équivalent de 5 terrains de football. À l'époque, elle possède la plus grande patinoire artificielle du monde. C'est sur ce terrain que les Canadiens vont remporter le tournoi de hockey en réalisant un véritable exploit. Au cours des différentes rencontres, ils vont réussir à marquer 122 buts au total, en n'en concédant que 3. Une piste de bobsleigh, objet de toutes les curiosités, a également été aménagée à proximité du funiculaire de l'Aiguille du Midi. Tous les moyens sont bons pour tenter d'apercevoir les épreuves, et en particulier le clou du spectacle, le concours du saut à ski. Il se déroule le dernier jour des Jeux sur le vertigineux tremplin installé près du glacier des Bossons. Personne ne veut rater ça. Les enfants ont séché l'école et des trains spéciaux ont été affrétés pour encourager les champions et surtout admirer la technique des Norvégiens. À juste titre, puisque la Norvège remporte les 3 premières places. Mais en réalité, à cause d'une faute dans le calcul des points, la médaille de bronze a été attribuée au Norvégien Haug, alors qu'elle revenait à l'Américain Haugen. Cette erreur ne sera découverte que bien des années plus tard. Haugen se verra décerner son titre en 1974, 50 ans après les Jeux, à l'âge de 83 ans. Au printemps 1924, plusieurs centaines de touristes américains débarquent au Havre. Ils ont fait le voyage pour assister aux Jeux de Paris. Difficile d'estimer le nombre précis de visiteurs étrangers, mais au total, ce sont 600 000 billets qui ont été vendus pour ces Jeux olympiques. Sans surprise, c'est le tournoi de football qui attire le plus de monde. Avec le cyclisme, c'est le sport populaire par excellence. On enregistre une affluence record pour une finale de prestige avec l'équipe phare de ce début de siècle, l'Uruguay, que l'on appelle la Céleste. Elle est opposée à la Suisse après avoir éliminé la France en quart de finale. Elle triomphe par 3-0 dans un stade plein à craquer. Sur l'ensemble des matchs de la compétition, on a enregistré 200 000 spectateurs pour une recette de près d'1 800 000 francs. Ce jour de finale, il ne reste plus une seule place de libre dans les tribunes. Le stade de Colombes est même trop petit pour accueillir tous les supporters. Selon la presse, 10 000 personnes n'ont pas pu entrer et ont dû attendre à l'extérieur du stade le résultat final du match. Si le football est l'une des rares disciplines à faire le plein, à l'inverse, les spectateurs vont bouder certaines épreuves, comme la gymnastique. Durant les 4 jours de compétition, les spectateurs non payants, officiels et journalistes, sont plus nombreux que les spectateurs payants. L'éloignement de Colombes est pointé du doigt pour expliquer cette fréquentation en berne. Mais les journalistes vont aussi déplorer le prix excessif des places. Les billets les moins chers se vendent à 2 francs, l'équivalent d'environ 220 €. Les plus chers peuvent monter jusqu'à 50 francs, soit plus de 5 000 € aujourd'hui. À l'heure des comptes, à la fin du mois de juillet, la vente de billets aura permis de collecter 5,5 millions de francs de recettes. Cette 8e Olympiade
aura aussi profité à bien des commerçants. Tout autour du stade, des bars et des baraques foraines ont vendu des produits estampillés JO et même un casse-croûte olympique. Tout le monde veut sa part des Jeux. De nombreuses lettres ont été adressées au maire de Colombes pour demander l'autorisation de vendre des confiseries, des oranges ou encore de faux bijoux. Les 5 anneaux ont été mis à toutes les sauces, sur les robes, les écharpes et même les éventails. On ne parle pas encore de marketing et encore moins de goodies, mais les visiteurs ont pu repartir avec leurs sacs remplis de cendriers, de flacons de parfum ou de chapeaux en guise de souvenir de cette Olympiade parisienne. Si cette édition des Jeux a suscité un certain nombre de critiques qui nous sont bien familières aujourd'hui, elle va s'achever sur un bilan plutôt positif. Toutes les médailles sont remises aux délégations le jour de la cérémonie de clôture, le 27 juillet. L'occasion pour le public de célébrer une dernière fois les Harold Abrahams, Eric Liddell, Paavo Nurmi, William de Hartebard, Roger Ducret, Johnny Weissmuller, Julie Vlasto, Gertrude Ederle, tant admirée. Et de prolonger encore quelques instants la magie d'une Olympiade réussie. Et parce que la France est d'abord un pays de convivialité, après ces JO, on ne comptera plus les bistrots où l'on pourra refaire le monde, rebaptisés Café Olympique ou Bar des Sports. Un siècle plus tard, l'empreinte des Jeux Olympiques demeure encore présente à Paris. Une capitale française, toujours prête à s'enthousiasmer et à vibrer pour de nouveaux exploits.